Bonjour, Alain Sennepin qui vous parle de la première guerre du Pacifique entre cachalots et baleiniers au XIXe siècle. Alors aujourd'hui, nous allons envisager la possibilité dans laquelle se trouve le roman Moby Dick, vu et lu à l'aune de la première guerre du Pacifique, de constituer pour le présent et pour l'avenir une forme de bouclier général vis-à-vis des crises, de la crise écologique, de la perte culturelle et des désordres sociaux. Jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, Moby Dick est considéré par beaucoup d'intellectuels américains comme un symbole du destin de l'Amérique. Et donc tout cela a été vécu de façon extrêmement négative, puisqu'il s'agit de la destruction du bateau Amérique par une entité mal définie. Donc ceci, pour le regard que portent les gens sur eux-mêmes, pour une représentation collective positive, ne présente pas grand intérêt. Par contre, des communautés plus traditionnelles, entre guillemets, dirons-nous, en Indonésie, dans le sud-est des îles de la Sonde, sur l'île de Lembata, près de la baie d'Ombé, au nord de l'île de Timor, mais aussi les Lafkenche des côtes du Chili, et de façon plus intéressante encore quelque part, les Aquinas du nord-est des États-Unis ont enchâssé cette histoire dans leur propre mythe et en ont fait un élément de résolution de leur crise historique interne. Alors c'est le cas notamment des Maoris en Nouvelle-Zélande, sur lesquels nous n'allons pas revenir, qui ont les mythes les plus riches et qui sont quelque part les mieux armés vis-à-vis de cela. Concernant les Aquinas du nord-est des États-Unis, de la région de la Nouvelle-Angleterre, c'est d'autant plus intéressant dans la mesure où ils ont fini par intégrer Moby Dick à leur propre mythe et de façon positive, c'est-à-dire un harponneur, Aquina, a tué un cachalot blanc au début du XXe siècle, en 1902, et partant de là, sans jugement vis-à-vis de soi-même, sans crise de haine de soi, petit à petit, les Aquinas ont enchâssé cette réalité dans leur mythe propre qui met en scène un géant prodigue qui possède notamment une baleine blanche, animal de compagnie, dont il prend soin et à qui il permet d'avoir la vie sauve quand les Européens arrivent, en lui permettant de s'échapper à travers un canal qu'il creuse. L'idée, qui peut apparaître folle de prime abord, c'est que l'esprit positif Aquina infuse progressivement l'ensemble du corps social états-unien. Alors cela peut paraître évidemment absolument inconcevable et utopique, de même que si je dis que ce serait par le réensemencement progressif de l'intégralité de l'espace pacifique par des cachalots de différentes couleurs et de différentes tailles. Et pourtant, les choses peuvent cristalliser et se croiser à deux niveaux. Premièrement, la notion de nouvelles frontières, de défis, a toujours été présente dans l'imaginaire états-unien. Le wilderness, le Wild West, la conquête de l'Ouest, a été fondamentale. Mais ce mythe porte en fait sur un territoire qui est très vaste, mais qui est relativement exigu par rapport à la conquête d'un espace qui a été encore beaucoup plus, qui était encore beaucoup plus à l'ouest, qui était le Pacifique lui-même. Or, c'est bien dans cet espace que s'est déroulée la première guerre du Pacifique, où les cachalots sont venus à bout des baleiniers américains. Par ailleurs,
le roman Moby Dick est omniprésent dans l'ère culturelle quotidienne de tous les Américains, comme le Mahabharata chez les Indiens, et tout le monde en parle. Les opposants à Donald Trump comparent volontiers celui-ci à plusieurs reprises au capitaine Ahab, ce qui signifie qu'il emmène l'Amérique à la catastrophe. Quant à Donald Trump lui-même, il oppose l'élément suivant en se comparant volontiers au cachalot blanc et en expliquant qu'il est simplement l'objet innocent de l'agression d'une bande d'hystériques complètement fous à qui il n'a rien demandé. Alors, l'acculturation d'une grande culture dominante par une petite culture dominée et non l'inverse, c'est déjà produit, c'est produit récemment dans un cadre tout à fait homologue qui est celui de la Russie. La Russie, comme chacun sait, s'est effondrée au cours des années 90 et a réussi à se redresser concomitamment à la protection des tigres de l'amour. Et j'ai montré sur mon blog Retour du tigre en Europe que j'avais ouvert spécialement à partir du 1er janvier 2009 dans cette acception, que les deux choses sont intimement liées. C'est la restauration de la souveraineté politique et de la culture fondamentale d'un peuple qui permet de protéger effectivement ces animaux emblèmes ou de les faire émerger en tant que tels d'une part, et de s'appuyer sur eux pour solidifier sa souveraineté et sa communauté. Alors à partir du milieu des années 90, la Russie et les Russes avaient le sentiment que leur pays partait à volo, qu'il était découpé et vendu à la découpe et partait à l'encan. Et ils ont pris à ce moment-là, dans des circonstances très particulières que je ne vais pas développer ici, le tigre de l'amour comme symbole d'eux-mêmes. Un animal qui allait disparaître, qui était découpé en rondelles pour se retrouver sur le marché du Sud-Est asiatique. Et ils en ont fait finalement un symbole qui méritait d'être protégé, qui mériterait d'être restauré dans le cadre de la restauration du pays lui-même. Alors pour aller très vite sur cette question, parce que le schéma est évidemment infiniment complexe, il s'agit des cultures Nanaï et Oudégué, en référence à Dersu Uzala par exemple, qui a finalement infusé l'ensemble du corps social russe et qui a permis, sous nos yeux, à partir du début du XXIe siècle, l'émergence de la première grande culture européenne du tigre. Et sur cette question, je renvoie aux très nombreux articles que j'ai publiés sur mon blog et en dehors de mon blog, mais auxquels mon blog fait référence à partir des années 2010, un sujet complexe, passionnant, qui a montré que les questions politiques, culturelles, sociales et environnementales sont liées et qu'à chaque fois que les choses marchent, c'est qu'une communauté sait utiliser de façon positive un grand animal ou un grand organisme vivant comme clé de voûte de sa société. Alors, l'intérêt de cette expérience est qu'il a infusé et influencé les nations voisines, et en particulier la Chine. La Chine protège désormais ses tigres de l'amour et cherche à en expanser les populations, ce qui était très exactement l'inverse il y a seulement quelques décennies. C'est le cas aussi de la Corée du Nord, et de façon mécanique, je dirais naturelle, par le jeu des essaimages. D'ici dans l'avenir, un pays comme la Mongolie devrait être plus ou moins concerné par cette question, sans compter
une politique volontariste qui va mener au milieu des années 2020, à partir de 2026, vraisemblablement, la réimplantation de tigres de l'amour dans l'est du Kazakhstan. Alors tout cela est purement conjectural évidemment, mais les Aquinas de Nouvelle-Angleterre peuvent jouer un rôle analogue aux Nanaï Udege du sud de l'extrême-orient russe. Ils peuvent infuser la culture dominante états-unienne, comme les Udege, dans ces circonstances historiques bien particulières, ont infusé la culture dominante russe. Le mythe Aquinas peut être expansé spatialement à l'échelle du Pacifique, et les choses à ce moment-là se jouent en deux temps. Premièrement, pour les années et les décennies à venir, il y a un enjeu diplomatique colossal, parce que si on lance un projet international de type White Whale Stream, le courant de la baleine blanche, qui s'articule autour du cachalot, mais qui amènera bien évidemment à prendre en considération le renforcement de la santé du Pacifique lui-même, sur les considérations de plastique, pollution, j'en passe et des meilleurs. Ceci présentera l'intérêt connexe très fort de revoir à cette aune les relations entre les riverains, États-Unis, Canada, Chine, Russie, Japon, Corée et bien évidemment les différentes communautés du Pacifique, du Sud-Est, central et oriental. Bon, d'ailleurs, de façon beaucoup plus anecdotique et à plus petite échelle, ceci s'était déjà produit en Allemagne en 1966. Une baleine blanche beluga s'était trouvée dans le Rhin de façon tout à fait extraordinaire, a failli mourir à plusieurs reprises, s'en est finalement sorti, et ceci a amené les autorités politiques à prendre en considération le niveau de pollution du Rhin et à traiter ce problème entre guillemets. Alors, sur le plus long terme, la résolution, qui est toujours partielle, qui est toujours fragile, des désordres sociaux, des vides culturels ou des aridités culturelles et des crises écologiques, tout cela est lié, ça ne constitue qu'une seule crise, peut être plus facilement résolue à travers ce type de bouclier culturel où un animal emblème sert de clé de voûte à une communauté. Là, en l'occurrence, la communauté états-unienne qui est la plus puissante au monde sur le plan des outils patents, passe non pas par une focalisation sur les changements climatiques ou les modifications des règles de l'utilisation de la chimie ou toute autre chose encore, l'utilisation de la voiture électrique, etc. Mais en prenant une considération globale, 1. Le Pacifique, dans sa zone sud-est, rejoint l'océan austral et l'Antarctique. 2. Dans sa zone nord, rejoint l'Arctique. Et c'est en remusclant et en redonnant de la carapace et de la fourrure à la croûte terrestre que celle-ci est le mieux à même de ne pas tomber malade, ou quand elle l'est, de guérir plus vite. En effet, vous comprendrez bien qu'un homme vigoureux, debout, en bonne santé, résiste beaucoup mieux aux agressions qu'un homme malade, blessé, couché sur sa paillasse en train de geindre.
des communautés de cachalots de plus en plus robustes, constituées d'individus de plus en plus robustes, des populations de tigres de plus en plus solides, constituées d'individus de plus en plus variés. Tout cela constitue l'ossature de la santé à venir de la planète et des communautés humaines qui y vivent. La relation équilibrée à l'animal sauvage est une lotion capillaire culturelle. Pour avoir un avenir qui en soit véritablement un, il convient, de façon intelligente et intelligible, de redonner du poil de la bête à la nature. Je vous remercie.